OK, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, en attendant que tous les participantes se joignent à nous, on vous invite à inscrire dans le clavardage l'organisation pour laquelle vous travaillez ou être affilié, s'il vous plaît. Pas certaine, ça fonctionne bien de mon côté. Annie, si jamais on ne m'entend pas, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, on t'entend bien, dans le fond. Moi, j'ai pas eu OK. d'enjeu, là. Si les participants ont des enjeux, peuvent l'inscrire dans le clavardage, mais j'avais pas de difficulté à t'entendre. OK. En fait, ben, toutes mes excuses à tout le monde, mais en fait, malheureusement, des fois, Teams nous joue des tours. Donc, je vais reprendre où est-ce que j'étais. C'est ça, je vous invitais à écrire l'organisation pour laquelle vous travaillez ou être affilié. Aujourd'hui, on vous reçoit notamment dans le cadre du projet de vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique. Donc, juste avant de suivre avec les présentations, permettez-moi de vous partager quelques petits points techniques. Donc, en termes de temps, on prévoit une présentation d'environ 45 minutes, 30 minutes plus ou moins de présentation suivie d'une période de questions. Dans la période de questions, on vous invite à écrire vos questions dans l'onglet questions et réponses qui se situe juste en haut de votre écran Teams, le Q&R. Ce seront ces questions qui vont être répondues en priorité lors de la période de questions. Et dans l'éventualité, vous auriez besoin de soutien technique, on vous invite plutôt à les écrire dans le clavardage. Nous avons une personne dédiée pour vous assister en cas de besoin. Et sans plus tarder, je vais me permettre de me présenter. Je m'appelle Vanessa Trottier-Michaud. Je suis chargée de projet en tourisme responsable et durable pour la région de biosphère Manicouagan-Wapichka. Et j'ai le plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Si tout va bien de mon côté, côté technique, donc je serai prête à passer à la prochaine diapositive pour présenter le déroulement. Excellent. Donc, pour ce qui est du déroulement aujourd'hui, on va tout d'abord commencer par une brève mise en contexte du projet, de qu'est-ce que c'est la vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique. Ensuite, je vais vous présenter les différentes ressources disponibles. Je vais ensuite céder la parole à mes invités, à nos invités qui vont vous présenter la thématique 2 du projet qui consiste à présenter la conservation des milieux naturels et le développement touristique. Et finalement, nous terminerons avec une période de questions. Donc, maintenant, nous pouvons passer à la mise en contexte. Donc, le projet de créer et d'animer une vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique a comme territoire de démonstration la réserve de biodiversité Wapishka. Donc, c'est une aire protégée depuis 2003 avec un statut permanent depuis 2009. Question de situer la réserve de biodiversité, elle se situe à entre 335 et 350 km au nord de la ville de Bécomo, accessible via la route 389. Elle englobe une grande partie de les territoires des monts Wapishka, mieux connus sous le nom des monts Grou. Et si on avait à la décrire avec ses principales caractéristiques, on dirait que ben, c'est un territoire d'une superficie de 1382 km². C'est un territoire où est-ce que vous allez retrouver plusieurs sommets à plus de 1000 mètres d'altitude.
Il y a également une présence de toundra alpine, qui est un écosystème très fragile. Et on y retrouve également plusieurs activités touristiques. On pense notamment à la randonnée pédestre, au ski de montagne, à la raquette ou encore à la motoneige hors piste. Maintenant, pour mieux la localiser sur des cartes, je vous invite à regarder la carte de droite. Vous allez voir en rouge en haut, c'est la délimitation de la réserve de biodiversité Wapishka. Donc, vous pouvez remarquer qu'elle se trouve à l'est du réservoir Manicouagan. Et si on se tourne maintenant vers la carte de gauche, vous allez également remarquer que la réserve de biodiversité Wapishka se trouve quasi en totalité à l'intérieur du Nitassinan, donc l'encadré noir foncé. Le Nitassinan, c'est le territoire traditionnel de la communauté Innu de Pessamit, donc très important de mentionner que cette communauté est encore bien présente sur les lieux. Et maintenant, qu'est-ce que ça représente de créer et d'animer une vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique et autochtone? En fait, c'est très simple. C'est un projet d'une durée de 3 ans au total, qui avait plusieurs objectifs. Le premier objectif était de documenter et d'expérimenter les meilleures pratiques en la matière. Ensuite, on visait à générer des connaissances et à démontrer les retombées positives qu'un tourisme responsable et durable peut avoir non seulement pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, mais aussi pour la conservation des milieux naturels. Et finalement, le dernier objectif visait à diffuser les connaissances acquises, les meilleures pratiques afin d'inspirer d'autres territoires ailleurs au Québec, notamment à travers différentes activités telles que la tenue de ce webinaire. Pour ce qui est des ressources disponibles, donc vous allez, à la fin du webinaire, notre collègue va pouvoir partager tous les liens disponibles. Vous allez pouvoir découvrir notre belle plateforme web qui a été mise en ligne dernièrement. C'est une plateforme qui est dédiée au projet de vitrine. Vous allez pouvoir y retrouver des vidéos introductives pour chacune des 4 grandes thématiques du projet. Vous allez également pouvoir consulter les fiches thématiques et des outils téléchargeables. Au fil des semaines à venir, les thématiques seront ajoutées en fonction de la diffusion des webinaires. Et en parlant de webinaires, nous avons pris la décision de tenir une série de 5 webinaires au total. Aujourd'hui, nous sommes déjà rendus au numéro 3. Les 2 prochains porteront sur la thématique 3, qui est l'encadrement des activités touristiques et la conciliation des usages. Et la dernière et 4e thématique sera la mobilisation des touristes et visiteurs via la mise en valeur des patrimoines naturels et autochtones. Il est possible en tout temps de vous inscrire au webinaire ou encore, si vous n'avez pas eu la chance d'assister aux précédents, de les réécouter. Ils sont tous disponibles en rediffusion à l'intérieur de 24 heures suivant la tenue du webinaire. Donc, voilà pour les ressources. Et juste avant de céder la parole à mes collègues, à nos invités, c'est important pour nous de mentionner que ce projet est soutenu financièrement par le ministère du Tourisme du Québec et qui est porté par la région de biosphère Manicouagan-Wapishka. C'est un projet qui s'inscrit directement dans le plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme du Québec. Donc, merci encore à vous. Et sans plus tarder, je présente nos 2 invités du jour, 2 collègues que je chéris particulièrement. Nous avons Madame Marianne Valcourt, notre chargée de projet experte en conservation de la biodiversité, ainsi que Annie Kingston, conseillère experte en tourisme durable. Toutes les 2 travaillent pour la région de biosphère Manicouagan-Wapishka. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'elles nous parlent de la 2e thématique qui est la conservation des milieux naturels et le développement touristique à l'intérieur du territoire de démonstration, soit la réserve de biodiversité Wapishka. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Annie. Bon webinaire! Merci Vanessa, je suis très contente aujourd'hui d'être ici pour jaser d'un sujet que j'affectionne particulièrement, la conservation des milieux naturels, mais aussi la manière de faire la conservation par la mise en valeur. Quand on pratique du tourisme responsable et durable au sein d'une gestion territoriale des milieux naturels, la conservation, il y a toute son importance. L'équilibre est à conserver par rapport à la gestion puis le développement des activités touristiques pour justement assurer cette conservation-là. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler des pratiques éprouvées de gestion territoriale participative et adaptative en ce qui a trait à la conservation. Petit rappel de ce qu'on entend par une gestion territoriale participative et adaptative, ça va intégrer un processus participatif et de concertation avec une conciliation des objectifs de conservation et des activités touristiques pour permettre une prise de décision éclairée en fonction de données scientifiques, de savoirs autochtones ou tout autre élément à prendre en compte.
Avant d'aller plus loin, je voulais faire un petit cours en accéléré sur les capacités de support, ce fameux terme à démystifier. L'objectif de les capacités de support, en gros, c'est de déterminer la quantité maximale de pression exercée sur un écosystème sans porter atteinte à celui-ci, puis en respect de ses ressources disponibles. Souvent, on va la surnommer capacité d'accueil, capacité de charge. Fait qu'elle a plusieurs chapeaux. Moi, je vais vous présenter les bébés de la capacité de support. Donc, il y en a plusieurs types. Parce qu'on on sait bien, c'est impossible de conserver l'intégrité socio-écologique totale quand on a une offre récréotouristique. Les activités récréotouristiques, ça a un impact. Fait que ce qu'on tente de faire, c'est de respecter l'équilibre en intégrant les capacités de support dans la réflexion, dans la gestion puis le développement de l'offre. Si ces capacités de support-là ne sont pas intégrées dans le développement puis la gestion d'un site touristique, donc elles ne seront pas respectées, bien, ça peut occasionner des impacts plus importants que les activités récréotouristiques ont déjà sur les écosystèmes, puis ça, même s'il n'y a pas de situation de surachalandage. Par contre, s'il y a des situations de surachalandage, soit globales ou aux périodes et saisons de pointe, bien, les impacts des activités vont être encore pires, surtout si on n'a pas respecté les capacités de support. Donc, la première capacité de support qu'on explore aujourd'hui, c'est la capacité physique. C'est littéralement la capacité en espace physique disponible pour recevoir des individus ou au bon déroulement des activités. Si cette capacité-là n'est pas considérée en amont, ben, on peut remarquer un trop haut taux de personnes par mètre carré de surface propre au camping, comme un site de camping serait trop petit, serait aménagé trop petit par rapport à la famille de quatre qui l'aurait réservé. La capacité de support écologique, c'est souvent celle-là qu'on va entendre, c'est la plus populaire. C'est la capacité d'un écosystème à encaisser les impacts directs des activités humaines, dans ce cas-ci récréotouristique, sans mettre en péril son intégrité. Souvent, quand on va entendre les termes capacité de support, capacité de charge, ça fait souvent référence à celle-là. Si la capacité écologique n'est pas considérée dans la gestion puis le développement de son œuvre, ben, on peut remarquer une compaction accélérée des sols, une érosion accélérée des sols dans les sentiers. Ça crée les fameux trous de bouette qui peuvent mener à un élargissement des sentiers. Bref, ce qu'on va remarquer le plus souvent dans les sites de sentiers pédestres qui auront mal considéré la capacité écologique. La capacité sociale, c'est la capacité d'accueillir pour offrir une expérience de qualité aux visiteurs. Si cette capacité-là n'est pas considérée, on peut observer des situations comme un sentier pédestre qui devient une autoroute. Il faut faire la file pour voir un point de vue, puis on va entendre des visiteurs comme il y a bien trop de monde, il y a bien trop de monde. Que ce soit en situation de surachalandage ou pas, dans le fond, là, des situations comme juste une fin de semaine qu'on verrait vraiment que le sentier devient une autoroute là, à cause de ça. J'aimerais rajouter une nuance à cette capacité-là, c'est la capacité du milieu, que ce soit au sein d'un parc régional, d'un parc national, d'un territoire ou d'une destination. C'est la capacité de la communauté locale à accueillir positivement le tourisme, les activités touristiques. Puis, en la respectant, on s'assure de conserver une bonne qualité de la relation avec la communauté d'accueil. Si on la respecte pas, on la considère pas, mais les locaux peuvent se mettre à avoir une mauvaise perception des visiteurs. On voit ici l'image, là, tout le monde a les bras croisés, pas content. Les locaux peuvent se mettre à se dire qu'ils peuvent plus profiter eux-mêmes de ces milieux naturels-là qui font pourtant partie de leur milieu de vie. Donc, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas atteindre comme situation, donc c'est important de la considérer en amont. La capacité de support des infrastructures, c'est la capacité des infrastructures pour bien accueillir, pour bien répondre aux besoins des visiteurs. Celle-là aussi, on peut la considérer comme capacité de charge ou capacité d'accueil, parce qu'au final, on souhaite fournir des infrastructures de services adéquates pour la qualité de l'expérience du visiteur. Si on la considère mal ou pas bien, ben dans le fond, on peut avoir un long temps d'attente pour utiliser les toilettes, il va y avoir un débordement de stationnement, il peut y avoir trop de visiteurs par rapport à la quantité de membres de personnel, fait qu'il y a une surcharge, la charge de travail pour pallier à l'objectif d'offrir une expérience de qualité aux visiteurs sans avoir des impacts trop grands sur l'intégrité écologique. Celle-là aussi, j'ajoute une notion que je considère super importante, c'est la capacité d'entretien. Des fois, c'est pas seulement d'en faire assez pour pallier à toutes ces autres capacités de support-là, c'est de s'assurer d'avoir les capacités d'entretenir adéquatement, puis sur le long terme, les infrastructures qu'on va mettre en place, les mesures de gestion qu'on va mettre en place pour respecter ces autres capacités de support-là. Si on ne le considère pas, mais on peut avoir comme des refuges en piteux état parce qu'on n'est pas capable de les réparer, des ponceaux dégradés, des passerelles qui sont pas sécuritaires. Bref, des installations qui se dégradent plus vite que la capacité de les réparer, de les entretenir, de planifier des travaux de maintenance.
Il y a peu de financement pour entretenir. Ça demande énormément de main-d'œuvre aussi. Fait que je pense que c'est encore plus important de considérer cette capacité-là en amont dans la réflexion, puis c'est transversal à toutes les autres capacités du sport. Euh, c'est, c'est essentiel. Bref, je l'aime particulièrement, cette capacité-là. C'est un pensée du bien. Maintenant, le cours en accéléré est terminé. Pour ce qui est, pourquoi c'est important, dans le fond, de considérer ces capacités du sport-là? Ça permet de prévoir l'espace physique possible aux aménagements puis à l'accueil des visiteurs, de fournir, dans le fond, les services, les infrastructures adéquats pour leur sécurité puis la qualité de l'expérience. Bref, c'est d'offrir une expérience touristique de qualité tout en limitant les impacts des infrastructures, des aménagements puis des activités récréotouristiques sur la biodiversité, sur la nature. Ça sonne super bien, dit comme ça. Dans le fond, pourquoi c'est important de protéger les services rendus par la nature? Ce qu'on entend par là, c'est les services écosystémiques des milieux naturels. C'est les avantages, bénéfices que les écosystèmes apportent aux individus puis à la société sur les plans économiques, environnemental, social. Il y a différentes catégories. Je vais les passer vite, vite. Donc, services d'approvisionnement, c'est la nature, ça fournit de la nourriture, de l'eau, du bois de construction, de l'énergie. Les services de régulation, c'est que certains écosystèmes vont avoir des fonctions à diminuer les impacts négatifs de phénomènes climatiques comme les inondations ou à améliorer la qualité de l'eau ou la qualité de l'air. Les services de soutien sont nécessaires pour la production des autres services écosystémiques. Fait on va parler de formation des sols, de photosynthèse, de traits de base. Et les services culturels, c'est la nature, elle procure des bénéfices récréatifs en offrant des lieux de pratique d'activités variées, des bénéfices éducatifs, de bien-être par la pratique des activités, bénéfices esthétiques aussi, simplement par la beauté des paysages, puis des bénéfices aussi spirituels. Dans la catégorie donc des services écosystémiques culturels d'un milieu naturel, il y a le récréotourisme. Donc, une offre récréotouristique devient un service écosystémique de la nature pour pouvoir profiter pleinement des services écosystémiques culturels d'un milieu naturel, de ce service de récréotourisme-là. Et le milieu naturel doit être de qualité, préservé à sa juste valeur. Et ça, c'est facilité par une bonne gestion adaptative, puis en respect des capacités du sport et des services écosystémiques propres au territoire. Donc là, j'ai bouclé la boucle. Maintenant, on va aller voir Marianne. Bonjour Marianne, j'ai quelques questions pour toi. Je vais arrêter mon partage d'écran pour faire Oui, cette allô? portion-là. Donc, Marianne, ici, qui représente là, la réserve de biodiversité Wapishka, au sein de cette réserve de biodiversité-là, est-ce que les services écosystémiques, justement, ont déjà été étudiés? Oui, ben tout d'abord, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, de discuter avec vous. Donc, pour répondre à la question, oui, les services écosystémiques ont été étudiés justement. Il y a une récente étude qui a été faite. Le but de cette étude-là, c'était d'évaluer la qualité des habitats au sein de la réserve de biodiversité Wapishka, puis aussi de faire des liens avec les activités récréotouristiques. Donc, d'évaluer justement, est-ce qu'il y a des liens entre ces deux éléments-là. Puis aussi de comprendre le rôle là, du massif des monts Wapishka dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Fait que là, je vous donne des exemples des 5 services écosystémiques, les grandes lignes de ce qui a été évalué dans cette étude-là. Donc, tout d'abord, il y avait la régulation du climat, donc le stockage et séquestration du carbone. Ensuite, il y a eu l'évaluation de la capacité de recharge des nappes souterraines, l'atténuation du ruissellement de surface, le contrôle de l'érosion et finalement le récréotourisme. Donc, comme Vanessa le dit en introduction, là, dans la réserve de biodiversité Wapishka, les activités récréotouristiques, c'est principalement là, la randonnée pédestre, le ski hors piste, soit alpin ou de ski de fond, et la motoneige. Super. Justement, dans cette réserve de biodiversité-là, Wapishka, c'est quoi le lien entre la conservation puis le tourisme, cet équilibre-là qui est à atteindre? Oui, dans le fond, les résultats un peu de cette étude ont montré qu'on peut faire une espèce de lien entre les activités récréotouristiques puis la qualité des habitats, donc on va dire leur capacité là, à avoir des services écosystémiques. Puis c'est ça, les résultats ont montré qu'il y avait un certain lien entre ces deux aspects-là, puisque la majorité des activités récréotouristiques dans la réserve de biodiversité Wapishka se déroulent dans les lieux où les services écosystémiques sont en plus grand nombre ou en plus grande qualité. Euh, donc là, c'est sûr que c'est un résultat qui est à prendre avec un grain de sel. Là. Ça vient d'une étude en particulier qui a été mesurée avec certaines données. Donc, vous voyez, là, faut interpréter ça avec précaution.
mais on peut quand même se dire, OK, il y a peut-être quand même un lien entre ces deux choses-là. Ce qui veut dire que peut-être que de protéger les milieux à haute valeur écologique entraîne une plus forte attractivité touristique de ces mêmes lieux-là. Par contre, c'est à prendre aussi, à regarder de l'autre côté aussi. Donc, ça veut dire que les milieux à haute valeur écologique subissent quand même des pressions par rapport aux activités qui se déroulent. Donc, il faut faire attention, il faut venir surveiller ces activités-là pour être sûr qu'ils ne viennent pas dégrader là, justement ces habitats-là qui donnent des services écosystémiques importants. Là. Mhm. Puis justement, en fait, ça fait partie d'une des priorités du comité de gestion là, de la réserve de biodiversité Wapishka, de venir mesurer un peu l'impact des différentes activités sur le territoire. Super. Ben, j'ai d'autres questions qui s'en viennent, mais on prend une petite pause. Je vais laisser la parole à Vanessa parce qu'on a une question pour vous, chers participants. Oui, merci Annie, merci Marianne. Donc, on va continuer avec l'interaction. On va vous poser une question interactive. Donc, on va seulement laisser une petite minute à notre équipe pour vous partager l'outil Mentimeter. Nous avons prévu une question avec des choix de réponse pour vous. Donc, prenez le temps de la lire et d'y répondre. Ça ne serait pas très long. Donc, la question qu'on vous pose, la première est à quel niveau estimez-vous que les activités récréotouristiques sur votre territoire affectent l'intégrité de la biodiversité du secteur? Donc, on peut spécifier ici qu'on parle d'impact des activités récréotouristiques autant sur la faune, la flore ou encore même les milieux aquatiques. Et que quand on parle de territoire, ça peut faire référence à un site, à un parc ou même encore à une destination, que ce soit une région touristique ou encore une MRC. OK, donc on est à 6,5. Ça commence à s'en aller dans le beaucoup trop, malheureusement, avec le peu. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur soumettre pour qu'on ait le plus de réponses possible. Et si jamais ça vous tente, on vous invite peut-être à écrire des éléments de réponse dans le clavardage. C'est pertinent pour nous de recueillir aussi des idées, de recueillir des informations dans le cadre de ce projet-là. C'est pourquoi est-ce que pour vous, on est dans le beaucoup, presque dans le beaucoup trop. Ce serait pertinent. OK, donc je pense qu'on a fait le tour de la première question interactive avec nos participants participantes. On va pouvoir suivre avec le reste de la présentation. Ça ne sera pas très long. Oui, de retour avec moi. Donc, je pense que c'est assez clair là, dans la petite question interactive que les activités récréotouristiques, sans surprise, impactent le milieu, la biodiversité. Donc, vous serez d'accord avec moi que c'est encore plus important d'intégrer les capacités du sport dans la réflexion pour alléger ces impacts-là. Quand on considère la capacité de support, les capacités de support, la diversité des capacités de support dans la réflexion, mais on permet de prendre on permet une prise de décision éclairée. Ce qu'on entend par prise de décision éclairée, c'est qu'en déterminant les particularités des impacts du tourisme sur le milieu naturel, en se basant sur des données scientifiques propres au milieu, en faisant, par exemple, une évaluation diagnostique des impacts du tourisme sur le milieu naturel, ben, ça nous permet de prendre une décision éclairée sur les adaptations à prendre, les solutions adaptées à notre réalité aussi. La gestion adaptative là-dedans, mais c'est le volet qu'on va évaluer en continu. On va s'adapter aux nouvelles réalités, à ces données-là, pour justement prendre une prise de décision éclairée. La pandémie, elle n'a pas vraiment laissé de chance aux capacités de support qui n'auraient pas été déterminées pré-pandémie. Un bon exemple, mettons, les sentiers pédestres ont écopé, fait qu'on n'a pas le choix de s'adapter en conséquence. Ça a été un beau casse-tête, puis je félicite les gestionnaires de sites qui ont passé à travers ça. C'est pas quelque chose, par contre, à penser que ça n'arrivera plus. Là, je suis pas en train de dire qu'il y a une prochaine pandémie qui s'en vient, je ne le souhaite pas, mais c'est que les impacts des changements climatiques vont amener leur propre bouleversement avec leur propre type d'impact sur nos milieux. Fait que ces bouleversements-là, va falloir s'y adapter. Pour définir des solutions adaptées à notre réalité pour le développement puis l'encadrement des activités touristiques, ça passe aussi par la collaboration avec les communautés autochtones.
Le dernier webinaire qu'on a fait, qui va être disponible en rediffusion d'ailleurs sur notre site web, portait sur la gestion participative. On parlait justement de l'importance d'impliquer puis de collaborer activement en continu avec les communautés autochtones. Cette prise de décision éclairée que je vous parlais avec les données scientifiques, ben, ça se fait aussi grâce à l'intégration des notions culturelles, des savoirs autochtones pour le développement puis l'encadrement des activités touristiques. Les savoirs autochtones, c'est quelque chose qu'on va omettre un peu trop facilement, alors qu'au contraire, on aurait énormément à apprendre. Toutes ces connaissances-là, ce savoir-faire, ces philosophies qui ont été développées par des communautés qui sont intimement liées à l'environnement naturel depuis si longtemps, ça peut être que bénéfique là, d'intégrer ça dans notre prise de décision éclairée. Ça permet aussi d'offrir une expérience qui est authentique aux visiteurs, puis une expérience qui va être respectueuse des communautés d'accueil. Donc, je fais un lien avec la capacité de support du milieu là, qu'on parlait tout à l'heure. On parle de prise de décision éclairée, collaboration avec les communautés autochtones, gestion adaptative, mais là, quand on parle de, OK, ces données scientifiques-là, comment on peut déterminer globalement les capacités de support de notre site avec ces données scientifiques-là? Comment on peut suivre les impacts des activités touristiques afin d'adapter la gestion puis le développement d'un site en conséquence? Ben, c'est grâce à la collaboration avec le milieu scientifique, entre autres. Il y a diverses façons de collaborer avec le milieu de la science puis la protection de l'environnement. On peut collaborer avec des chaires de recherche, des étudiants en maîtrise qui cherchent un projet terrain, un site là, d'études, des organismes en conservation ou en protection de l'environnement qui ont soit déjà réalisé des caractérisations de milieux naturels sur votre territoire ou qui auraient intérêt à le faire. De manière générale, la collaboration avec le milieu scientifique, ça permet un partage de données. Fait que c'est bénéfique à la science, mais c'est aussi bénéfique à la prise de décision éclairée pour la gestion puis le développement de votre offre touristique. J'ai parlé un peu des impacts des changements climatiques qui sont à intégrer dans notre réflexion parce que c'est sûr que ça affecte les activités touristiques en milieu naturel, entre autres la qualité de l'expérience qu'on va offrir, la sécurité des usagers, mais surtout ça va affecter l'intégrité écologique même de ces milieux naturels-là. La collaboration avec le milieu scientifique pour la collecte de données puis déterminer les capacités de support, mais ça permet de mieux connaître notre territoire. Ça nous permet de déterminer de quelle manière et à quel degré d'intensité ce territoire-là est impacté par les changements climatiques. En connaissant mieux toutes ces variables-là, on peut mieux s'adapter. Dans le fond, la gestion adaptative, c'est vraiment la base de déterminer puis mettre en place les stratégies d'adaptation au changement climatique. J'ai envie de retourner jaser avec Marianne. Je vais arrêter le partage d'écran. Rebonjour, Marianne. Bonjour. Marianne, dans le dernier webinaire, là, je disais qu'on avait parlé de la gestion participative. Une des stratégies de gestion participative au sein de la réserve de biodiversité Wapishka, ça a été la création d'un comité de gestion de l'aire protégée. Est-ce que tu peux nous parler de l'outil qui a été mis en place pour fournir justement ces données-là au comité de gestion, puis leur permettre de pratiquer la gestion adaptative puis la prise de décision éclairée? Oui. Donc, l'outil dont on fait allusion s'appelle le programme de suivi socio-écologique. Donc, c'est un programme, en fait, qui va venir regrouper plusieurs projets. Le but de ces projets-là, c'est qu'ils soient à long terme, que ce soit des suivis à long terme de ce qui se passe sur le territoire et qu'on puisse fournir des données de manière régulière et récurrente au comité de gestion pour qu'il puisse justement adapter sa prise de décision au fil du temps. Donc, comment ça fonctionne, ce programme-là? On met en place des indicateurs. Donc, un indicateur, il faut que ce soit quelque chose de précis, de mesurable, qui va vraiment venir donner des résultats tangibles qui vont pouvoir être utiles à la prise de décision. Alors, ces indicateurs-là, nous, on les a regroupés dans différentes grandes catégories de suivi. Donc, on a le suivi de la faune, de la flore, du climat, par exemple. Je vais vous donner des exemples là, de ce qu'on fait là, dans la réserve de biodiversité Wapishka. Donc, pour la faune, on a, entre autres, je vous donne juste des exemples, mais la liste est beaucoup plus longue. On a, entre autres, des projets, par exemple, de pose de caméras pour observer les grands mammifères. On fait partie aussi du suivi du réseau de suivi de la biodiversité du Québec. Donc, il y a des placettes de suivi à long terme en collaboration avec le ministère du Québec qui fait... Donc, là-dedans, il y a toutes sortes d'inventaires, entre autres des inventaires de la faune. Donc, pour la flore, autre exemple, on a le Global Observation Research Initiative in Alpine Environment, qu'on appelle GLORIA, donc qui est un protocole international standardisé de suivi de la végétation alpine. Puis ce protocole-là, c'est vraiment pour voir comment la végétation alpine évolue dans le temps en fonction des changements climatiques. Donc, à ce moment-là, on est allé plus, par exemple, sur des sommets qui sont peu clivés, voire pas du tout. On a aussi un projet là, de gradient altitudinal, donc on suit la végétation selon l'altitude.
Puis finalement, le climat, ben, on est venu installer un réseau de stations météo pour suivre les aléas climatiques, là, les précipitations, la température au fil du temps. Donc, tous ces indicateurs-là, dans les différentes catégories, ont été mis en place, entre autres par la RBMU, mais surtout avec plusieurs partenariats. Là, Annie en a nommé différentes façons justement de collaborer ou d'avoir des partenariats avec différentes instances de recherche. Donc, on a plusieurs projets en partenariat avec des chercheurs universitaires du Québec, mais même canadiens, même internationaux. Il y a aussi des projets en collaboration avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Puis notre collaboration RMBMU avec ces partenaires-là est vraiment à différents niveaux. Donc, parfois, ça peut être un chercheur, par exemple, un chercheur universitaire vient sur le territoire avec son projet déjà financé, déjà tout pensé, rentre en contact avec nous. Il n'y a pas besoin d'aide, il n'y a pas besoin qu'on collabore, mais il est willing, il est partant pour partager ses résultats une fois que la recherche va être terminée. Fait que nous, ben, dans ce temps-là, OK, on est très content, fait qu'on peut ajouter ça dans notre programme de suivi socio-écologique. Fait que ça vient nourrir notre banque de données qu'on peut présenter au comité de gestion. Puis, fait que vous voyez, il y a différents niveaux de collaboration. Donc, il y a des projets qu'on fait vraiment à deux. Il y a des projets aussi que la RBNU porte seule, on va dire, pour récolter les données, là. Donc, on s'en occupe à 100%. Fait qu'on a vraiment différents niveaux de collaboration pour aller chercher les données. Et peu importe le niveau de collaboration, le but ultime, c'est toujours d'aller présenter les données au comité de gestion pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, là, vraiment basées sur des données tangibles. Puis vous ramenez beaucoup de données pour que le comité de gestion connaisse mieux son territoire, là, justement, les différents écosystèmes des monts Wapishka, mais est-ce que vous ramenez aussi au comité de gestion des données par rapport à l'impact des activités récréotouristiques qui se déroulent justement dans les monts Wapishka? Oui, absolument. Puis même que je dirais que c'est un sujet qui est très convoité là, par le comité de gestion, puis c'est normal. Là. Donc, pour l'instant, là, ce qu'on a d'instauré par rapport à ça, c'est un suivi de l'impact du piétinement des plantes alpines par les randonneurs. Donc, on prend des photos des sentiers en milieu alpin avec des drones. Et là, on va reprendre ces photos-là là, à un certain intervalle, là, mettons aux 3 ans, puis pour voir comment ça évolue. Est-ce qu'il y a plus de sentiers? Est-ce que les sentiers ont élargi? Donc, vous voyez le principe. Puis, on a aussi installé des éco-compteurs dans chacun des sentiers pédestres pour pouvoir compter là, le nombre de randonneurs. Parce qu'avant, on n'avait pas de chiffres, on ne pouvait pas savoir si ça augmentait ou ça diminuait, puis est-ce que c'était significatif. Donc là, maintenant, on a des chiffres, donc au fil du temps, on va pouvoir voir comment ça évolue. Puis tu nous as parlé pas mal des diversités d'indicateurs de suivi écologique, mais qu'en est-il justement? C'est un programme de suivi socio-écologique. Fait que c'est quoi y en a-t-il des indicateurs sociaux? C'est lesquels vous avez décidé? Oui, fait que, ouais, pour le côté plus social, ce que j'ai présenté à date, c'était beaucoup des résultats en lien avec l'environnement, l'impact sur le milieu, la faune, la flore. Donc oui, là, le social fait partie du programme, en effet. On est en train de le développer. Donc, présentement, il n'y a rien d'instauré officiellement, mais il y a un projet pilote qui a eu lieu où les résultats ont été acheminés là, à la RBMU qui a fait un premier tri des indicateurs qui pourraient être pertinents dans la réserve de biodiversité Wapishka. Et ils ont été présentés ou vont être présentés au comité de gestion là, imminemment, puis il va être sous révision. Donc, le comité de gestion va décider entre eux quels indicateurs ils souhaitent mettre de l'avant, peut-être en premier, en priorité. Je vous donne des exemples d'indicateurs sociaux. Ça peut être la fréquentation du territoire, les conflits d'usage. Donc, on peut les compter, par exemple, ou voir c'est entre quelles instances. On peut suivre le nombre de signalements et d'interventions des agents territoriaux, ou on peut mesurer la mobilisation des membres du comité de gestion carrément. Fait que c'est des exemples d'indicateurs sociaux. Super. Je vois que ça influence aussi comment on peut déterminer la diversité des capacités de support que j'ai présenté tout à l'heure. Fait que tant mieux, c'est vraiment assez complet. J'ai mentionné tout à l'heure l'importance d'intégrer les savoirs autochtones dans la gestion territoriale puis le développement d'une offre écotouristique. Comment ça s'illustre ça au sein de la réserve de biodiversité Wapishka? Donc, tout d'abord, là, au sein du comité de gestion, bon, les Inuits Pessamit font partie là, du conseil du comité de gestion. Puis, il y a eu une co-construction d'un guide de besoins en recherche. Donc, dans le guide, là, il a vraiment été inclus les besoins justement de la communauté. Mais pour ce qui est vraiment de l'intégration des savoirs autochtones, vraiment par définition savoirs autochtones, présentement, on n'a rien concrètement là, qui inclut les savoirs autochtones. Par contre, on travaille étroitement avec Pessamit pour justement co-construire un peu la meilleure façon d'intégrer ces savoirs autochtones-là dans de futurs projets, dans de futures collaborations. Donc, c'est vraiment
un work in progress en bon français, mais Mhm. c'est ça, on travaille là-dessus étroitement avec eux. Super. J'ai hâte de voir les résultats de ça. Pour faire le pont avec la troisième thématique là, qui parlait des impacts des changements climatiques sur les activités touristiques en milieu naturel nordique et les mesures d'adaptation, en quoi le programme de suivi socio-écologique aide pour le suivi climatique puis les mesures d'adaptation de l'œuf sur le territoire de la réserve de biodiversité Wapishka? Je sais que tu as parlé de stations météo, là, mais pourrais-tu nous en dire plus, là? Oui, ben c'est ça. En fait, je vais revenir sur mes stations météo parce que c'en est un qui est c'est un exemple qui est très concret, là. Donc, il y avait pas de données climatiques dans les monts Wapishka, dans la réserve de biodiversité Wapishka. Là, on a installé vraiment les premières stations météo qui prennent des données climatiques. Donc, je pense que ça, c'est quand même super important à souligner. Puis ça va vraiment nous permettre de suivre le climat au fil du temps. Il y a aussi eu un projet universitaire là, dernièrement qui s'est produit. On n'a pas encore les résultats, là. Ils travaillent fort pour les analyser, mais qui ont reconstruit là, des températures alpines historiques. Fait que ça aussi, ça va être intéressant justement de comparer le actuel à il y a 100 ans, par exemple, pour mieux comprendre où on s'en va. Puis finalement, on a aussi un projet là, de poursuivre l'impact de la compaction de la neige sur la végétation alpine selon différentes activités hivernales. Fait que là, je fais un lien aussi avec les activités récro-touristiques, là. Donc, tu sais, Mhm. les activités hivernales, on parle de la motoneige, du ski alpin hors piste, là, et on parle aussi de la raquette, par exemple. Fait que ces trois activités-là vont venir compacter la neige, puis à différents niveaux, ça peut avoir un impact sur la végétation alpine, mais ça n'a pas été étudié encore spécifiquement dans les monts Wapishka. Donc, on est en train on a écrit un protocole qui est sous révision du comité de gestion présentement sur comment bien aller mesurer l'impact de la compaction de la neige sur la végétation alpine. Puis c'est sûr que ce protocole-là ne se fera pas sans prendre en considération les aléas climatiques parce que à chaque hiver, on a une surprise, hein? On a des hivers hâtifs, tardifs, qui finissent tôt, qui finissent tard, avec la qualité de la neige qui est vraiment différente. Fait que ce protocole-là, qui se veut être un suivi à long terme, n'aura pas le choix de s'adapter aux différentes conditions climatiques, aux différentes conditions de neige. Donc, Hmm. voilà. Super. Ben, bravo pour tes réponses à mes questions. C'est super. Tu vas rester avec nous pour si les gens dans le public ont des questions Oui. pour toi à la période de questions. Mais avant, je pense qu'on retourne avec l'outil Mentimeter pour une question publique. Fait que je redonne la parole à Vanessa. Oui, merci Annie, merci Marianne encore une fois. Donc, on vous pose une deuxième et dernière question interactive, encore avec l'outil. On va encore une fois vous fournir plusieurs choix de réponses. Donc, on va vous demander de lire la question, de prendre le temps d'y réfléchir et de soumettre vos réponses. Ça ne serait pas très, très long. Donc, la question va comme suit. Pour quel thème d'indicateur vous est-il le plus prioritaire de faire un suivi des impacts des activités récréotouristiques sur votre territoire? Donc, vous avez 5 choix de réponse. Les milieux aquatiques, ça pourrait être par exemple la qualité des milieux aquatiques, des lacs. Ça pourrait être la flore, par exemple. Ça pourrait être la faune, suivre peut-être les déplacements ou encore les orignaux. Social, est-ce il peut y avoir certains conflits entre groupes de personnes ou entre types d'activités ou autres? Si autre, on vous demande de le spécifier dans le clavardage. Encore une fois, on aime bien recueillir de l'information ou des éléments de réponse avec ces webinaires. Donc, on vous laisse quelques instants. OK, donc on voit que faune et flore, définitivement, les deux plus importants. Le social aussi. Aucun autre. Donc, c'est bon. On a mis les bonnes catégories. Excellent. OK, donc, faune et flore, ce sont de loin les deux plus importants. OK, excellent. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu. C'est gentil. Donc, on avait terminé la portion entrevue avec Marianne, notre invitée, et Annie. Donc, ce serait maintenant la période de questions. Donc, tel que mentionné au début du webinaire, les questions qui se retrouvent dans l'onglet questions et réponses en haut vont être les questions qu'on va répondre en priorité. Vous allez être invité à activer votre caméra et votre micro si jamais vous aimeriez poser votre question. Et sinon, on vous invite toujours à utiliser l'application Lever la main, évidemment. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil à questions-réponses. Qu'est-ce qu'on avait eu comme question? Donc, on avait une question de Wamvi.
Puis peut-être Marianne ou Annie pourront répondre. Le site est-il soumis à une pression anthropique? Est-ce qu'il est possible de connaître les taux de fréquentation de l'aire protégée en fonction des saisons? Est-ce qu'une étude de ce genre a été réalisée? Oui, ben je peux peut-être y aller. Oui! Ça va, Annie? Bonjour, merci pour la question. Donc, première, il y a plusieurs questions. Vous pouvez répondre par section. Fait que, est-ce que le site est soumis à une pression anthropique? Oui, s'il y a des gens sur le territoire, donc oui. Plusieurs pressions anthropiques différentes. C'est une réserve de biodiversité, donc il y a absolument plusieurs activités récro-touristiques qui sont permises. J'ai nommé l'exemple justement de la randonnée pédestre, du ski, de la raquette, de la motoneige. Mais les gens sont aussi, c'est aussi permis là, de chasser, si je ne me trompe pas. Donc, il y a différentes activités là, qui peuvent avoir lieu dans la réserve de biodiversité. Puis finalement, est-ce que c'est l'autre question, là, est-ce que c'est possible de connaître les taux de fréquentation de l'espace protégé en fonction des saisons? Et est-ce que ça a été fait? Donc, les éco-compteurs que j'ai mentionnés plus tôt, là, qui comptent les gens qui passent dans les sentiers de randonnée, c'est un exemple là, qui permet de calculer la fréquentation du territoire. Puis oui, selon les saisons, dans le fond, on a pris des éco-compteurs qui a deux capteurs. Il y en a un qui est un peu plus bas, qui sert pour les piétons de l'été. Puis si jamais il est recouvert de neige pendant l'hiver, parce qu'il il peut y avoir beaucoup de neige à ce site-là. Donc, si jamais le premier œil est recouvert par la neige, il y en a un deuxième plus haut sur le poteau, donc qui peut détecter, par exemple, des gens qui passeraient en raquette ou en ski. Donc oui, c'est possible d'y aller par saison. Puis euh, l'éco-compteur, il compte, il donne la date du moment où la personne a passé, donc on sait si c'est l'hiver ou si c'est l'été. C'est un exemple. Merci, Marianne. Et peut-être que ça va apporter un élément de réponse à la question de M. Robert Côté. Est-ce que le résultat des études sont publics? Si oui, où est-ce disponible? Donc, les données ont été présentées au comité de gestion, donc public au comité de gestion. Puis ensuite, je pense que c'est le comité de gestion qui peut décider un peu de la manière dont ça va être rendu public, là, si je ne me trompe sur le fonctionnement du comité de gestion. Mais je crois que ensuite, ce sera c'est entre les mains du comité de gestion. Donc, oui, c'est sûr. Puis sur demande, bien sûr, ça peut être partagé, là. Excellent, merci beaucoup. Merci de vos questions. Nous avons M. Danny Garand qui a la main levée. Donc, M. Garand, on vous invite à prendre la parole. Oui. Une question un peu technique, puis la réponse, je pense qu'elle est, elle peut nécessiter beaucoup d'explications, donc vous pouvez rester générique. Euh, Selon vous, quelle est la meilleure, selon vous, quel est le moindre impact sur la faune entre concentrer des sentiers, concentrer le piétinement sur un seul tracé versus en faire des tracés non aménagés qui changent fréquemment. Donc, tu n'as pas le temps d'aller écrapoutir la flore, mettons. Euh, j'ai pas de conseils magiques là, à donner là-dessus. Puis je pense que ça dépend vraiment du lieu que vous avez en tête. Là. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de Manicouagan puis que vous avez les monts Wapishka en tête ou pas, mais dans notre cas, nous, dans les monts Wapishka, on n'a pas évalué exactement encore ça. On commence à peine à avoir des données sur les sentiers là, avec les photos, avec les drones. Euh, Puis il y a comme deux écoles de pensée, je pense, par rapport à ça. Fait que je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent peut-être que c'est mieux, justement, un grand sentier bien piétiné versus fait que je sais pas là, c'est quoi la recette magique pour ça. Donc, il Quelque faut chose vraiment à être rajouter conscience. à ta réponse? Oh. Oui, vas-y. En fait, c'est comme Marianne l'a dit, ça dépend du site. T'sais, si c'est un site avec une végétation alpine super fragile dans les sommets, ben on voudra pas que ça aille partout. On va vouloir concentrer. Habituellement, quand on conserve un territoire, c'est préférable de conserver comme une grosse partie, puis après ça, petit à petit, on va choisir une section avec qu'on va vouloir développer des activités récréotouristiques, puis étendre comme ça le ratio territoire conservé versus moins conservé à cause des activités récréotouristiques, ben il va être plus équilibré pour conserver une plus grosse partie du territoire. Quand on a une offre d'activités récréotouristique, tu sais, souvent on disait les sentiers vont être moins piétinés, mais ne pas sous-estimer les impacts des activités récréotouristiques. Surtout, tu sais, il y a sûrement des sentiers qu'on pensait que ça allait pas être autant piétiné, puis là, la pandémie est arrivée, puis gros bouleversement, ou des sentiers qui, à cause des impacts des changements climatiques,
les impacts des activités récréotouristiques vont être plus grands. Fait que je pense que c'est pas non seulement de choisir si on concentre ou si on disperse, mais dans peu importe l'action qu'on choisit, il faut considérer les risques, les capacités de support, il faut considérer le choix qu'on veut faire. Puis ça, c'est selon le territoire. Fait que comme Marianne l'a dit, il n'y a pas de solution magique. On va toujours offrir la réponse un peu poche de comme ça dépend du territoire, ça dépend des données, ça dépend du milieu. Puis ça, c'est fait avec justement la collaboration du milieu scientifique pour essayer d'en obtenir davantage ou juste une connaissance élevée du territoire. J'espère que c'était assez générique pour répondre à ta question. Ouais, ben, finalement, ça y répond pas vraiment, là, mais je comprends un peu. Dans le fond, il semble pas y avoir nécessairement de consensus. Moi, j'avais déjà lu un rapport qui faisait, dans le fond, qui touchait un peu plus les activités, mettons, de la CEPAC, ça, qui disait que le moindre impact sur la flore, tout confondu, là, sans parler euh, d'espèces précaires, là, en particulier, que c'était mieux de concentrer finalement l'activité humaine pour avoir un impact moindre sur l'environnement lui-même. Par contre, moi, je souhaite mener de l'avant un projet de moto enduro où mon idée, c'était d'exploiter plutôt le pouvoir régénératif là, de la nature et donc changer très fréquemment les trajets pour éviter de créer des ornières, des choses comme ça, puis justement exploiter la force de la nature elle-même qui est de reprendre vie, se réparer, et ainsi de suite. Ben, merci, M. Garand. Merci du partage, c'est très pertinent. Puis, je tiens aussi à dire, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête et qu'on n'a pas la chance de répondre à tout le monde, on va également inscrire dans le clavardage une adresse courriel que vous allez pouvoir adresser vos questions, puis on va pouvoir les répartir entre nous et vous répondre du mieux qu'on peut. Donc, si j'y vais dans l'ordre de priorité pour suivre l'ordre des questions, j'ai Kwambi qui a levé sa main en deuxième. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro. Bonjour, c'est Kwame Kozoti, je suis chercheur à l'UQAM et je travaille justement sur cette thématique de tourisme durable et conservation des espaces protégés. Et vous avez répondu à ma première question et j'avais une autre question pour savoir, en fait, est-ce qu'il y a une étude acoustique qui a été réalisée sur des sentiers pour savoir en réalité, en fait, quels sont en fait les impacts des activités humaines sur la faune et la flore? Et pour une troisième question, pour finir, pour laisser la place aux autres, c'est aussi de savoir qu'en est-il de la sensibilisation, c'est-à-dire la communication, comment vous sensibilisez, les actions de communication que vous mettez en place pour sensibiliser les touristes sur le comportement adopté lors de leur passage sur les sites protégés ou autres. Je vous remercie. Marianne, peut-être que tu peux répondre à la première question. La deuxième question, juste avant qu'on partage des éléments de réponse, Monsieur Kwambi, je vous invite à vous inscrire tout de suite à la thématique 4 qui parle de la mobilisation des touristes et visiteurs par la mise en valeur des patrimoines naturels et autochtones. On va mettre un gros accent sur nos différents moyens de diffusion de communication, notamment pour sensibiliser les gens qui viennent à la réserve de biodiversité Wapishka. Les vidéos introductives, les fiches thématiques, les outils vont être rendus disponibles au retour des fêtes. Donc, je vous invite à garder ça dans votre mire. Fait que oui, pour la première question, de votre deuxième question, en tout cas, acoustique, au niveau comme vous parlez de l'acoustique des humains, dans le fond, là, des activités récréotouristiques. À ma connaissance, ça n'a pas été fait précisément dans les monts Wapishka. Je pense qu'il y a des études qui ont été faites là, ailleurs, peut-être même au Québec ou dans le monde, mais dans les monts Wapishka, comme tel, à ma connaissance, ça n'a pas été fait encore. Ça pourrait être fait, là. Justement, acoustique en termes de bruit, de paroles, de tout les activités, tout ce qu'on fait, en fait, comme vous l'avez dit, hein, quand on passe sur un sentier, il y a un bruit qui peut déranger, en fait, la faune et la flore. Est-ce Absolument. c'est justement pour ça que je posais la question. Merci. Plaisir. Merci de votre question. Donc, je céderai la parole cette fois-ci à M. Pelland. M. Jérôme Pelland, on vous invite à ouvrir votre micro. Merci. Pour répondre un peu à Marc-André, mais également aux derniers intervenants, il y a des études scientifiques qui ont été faites sur l'impact des sentiers, particulièrement sur l'impact faunique floral. Certaines en Ontario, donc plus particulièrement dans un contexte qui est quand même assez proche de ce qu'on a ici. Puis ça a été démontré que pour des sentiers aménagés, l'impact
humain quand même assez limité. Ça a aussi été démontré que quand l'usage est contrôlé, encadré, versus un usage comme dispersé ou plus chaotique un peu, c'est beaucoup plus facile pour la nature de se régénérer également. Donc, c'est une question de s'approprier le terrain, mais de le faire intelligemment. Donc, la majorité des enjeux qui existent en sentier au Québec, puis ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, c'est des enjeux de design. C'est pas des enjeux d'utilisation. C'est pas des enjeux d'entretien. Oui, il y a une question de capacité, il y a des communautés à bâtir autour de ça, mais c'est avant tout une question d'harmoniser la pratique à qu'est-ce que le terrain peut offrir. Donc, il y a des études scientifiques qui existent, entre autres du docteur Marion, du docteur Wimpey aux États-Unis, qui sont des collègues à moi. Puis je pourrais vous fournir tout ça, mais il y en a que ça fait 50 ans que c'est en dossier d'études avec les US Forest Service. Fait qu'il y a des références empiriques quand même long terme. Il y a des références plus court terme, plus ponctuelles sur les usages ou l'impact aviaire au parc de Banff. Fait qu'il y a une quarantaine d'études spécifiquement en sentier qui existent là, par rapport à ça. Merci, M. Pelland. On adore quand les participants peuvent répondre aux questions de d'autres participants. C'est vraiment excellent. Peut-être, M. Garand, vous écrire, ça pourrait être pertinent si vous avez des bonnes références à lui partager. C'est très gentil. Je prépare un courriel. C'est ça. Excellent. Est-ce que, Marianne, Annie, je continue avec les questions? Ça va pour ici? Ben, j'aimerais rajouter quelque chose. Je trouvais Oui. que la dernière intervention faisait une superbe introduction à notre prochain webinaire qui va justement jaser d'encadrement, conciliation des usages, comment les infrastructures peuvent venir en soutien pour limiter les impacts. Fait que merci beaucoup. Ça a fait une super introduction. On vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. Oui. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées, mais je vois dans l'outil questions et réponses, Madame Sophie Boulay, vous avez posé comme question, quel est le profil des acteurs qui sont inclus sur le comité de gestion? J'ai déjà un commentaire. Marilus, voilà, c'est ce que je pensais que j'allais répondre aussi. Madame Boulay, on a déjà mis en ligne sur la plateforme web dans la première thématique, qui est la concertation avec les partenaires locaux et autochtones. Vous allez pouvoir la consulter dès maintenant. Vous allez voir tous les membres les membres participants du comité de gestion, les rôles, le mandat, le type d'activité. Donc, je vous invite à aller consulter cette thématique-là. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions en un claquement de doigts, ou presque. Et sinon, j'avais également Mme Ariane Grenier de Sentier Québec qui demandait concernant l'étude sur l'impact du compactage de la neige selon le type d'activité, avons-nous déjà des données résultats? Intérêt de votre organisme. Marianne, est-ce que tu pourrais répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, absolument. Comme je l'ai mentionné vite, fait que ça me fera plaisir de le redire, mais dans le fond, on a écrit un protocole en collaboration avec des chercheurs, là, c'est ça, pour avoir une révision là, un petit peu. En collaboration, on a présenté le protocole au comité de gestion. Donc, présentement, le protocole est entre les mains du comité de gestion qui est en train de le réviser puis de le commenter, voir si ça fait son affaire, si les gens du comité de gestion sont d'accord avec le protocole qui a été mis en place. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas encore fait la récolte de données encore parce que le protocole est sous révision. Donc, non, on n'a pas de résultats encore. On n'est pas encore allé récolter les données. Donc, on est vraiment à la première étape là, qui est de construire un protocole qui fait du sens pour le comité de gestion. Excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est à suivre. C'est un travail de longue haleine, ce type de recherche comme ça. Est-ce qu'on a... Oui, j'ai une autre question qui se rajoute dans question-réponse. Ça donne l'autre. Ce ne sera pas très long si les filles, vous le voyez avant moi. Oui, ben j'en vois une ici là, de M. Robert Côté. Est-ce qu'il y a des éco-compteurs dans les sentiers d'accès de motoneige, surtout pour les sentiers éloignés de la station Wapishka, là, qui est comme la station logistique là, au pied des monts Wapishka? C'est une réflexion en cours. Pour l'instant, on a fait un premier test d'éco-compteur dans les sentiers pédestres pour voir s'il fonctionnait bien et surtout pour voir s'il résistait aux hivers canadiens. Parce que c'est un modèle, je pense, européen qu'on a pris. Et oui, en tout cas, le test, les plus vieux éco-compteurs ont maintenant 3 ans, je pense. Fait que le test est plutôt concluant pour l'instant. Donc là, on va peut-être tester d'autres modèles d'éco-compteurs qu'on voudrait mettre dans les sentiers, on va dire hivernaux, là, pas juste pour les motoneiges, mais aussi pour les skieurs. Donc,
Puis de toute façon, en fait, pour double réponse, on veut mettre des éco-compteurs pour les sentiers d'accès en hivernaux, mais en plus, en fait, pour les motoneiges, c'est compté en fait déjà parce que c'est encadré. Si je ne m'abuse, les motoneigistes doivent être accompagnés d'un guide et c'est des groupes limités. Donc, on sait déjà un peu le nombre de motoneigistes qui vont dans les monts Wapishka. Donc, c'est un chiffre qui est connu en fait. Excellent. Donc, on espère que ça répond bien à vos questions. Merci. Donc, je vois le temps qui file. Je dirais qu'on pourrait peut-être prendre la dernière question qui vient d'entrer de Mme Eve Murray. Ce sera la dernière. Est-ce que, Mme Murray, vous aimeriez ouvrir votre micro peut-être pour donner plus de détails sur votre question qui est toutefois assez large en termes d'impact? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, oui, c'est très large, mais c'était plus spécifiquement sur l'impact des activités hivernales sur la faune hivernale. Tu sais, s'il y avait quelque chose d'étudié, tu sais, oui, on va souvent étudier la faune en saison estivale, puis nos infrastructures vont avoir des impacts, mais est-ce que l'hiver, il y a quelque chose qui est fait plus spécifiquement sur cette saison-là ou pas? C'était plus ça ma question. Pour l'instant, on n'a pas de projet spécifique à ce thème-là, mais si jamais vous êtes chercheur vous-même ou que vous connaissez des chercheurs qui travaillent sur le sujet, qui voudraient venir sur notre territoire pour faire ce genre de recherche ou qui voudraient collaborer avec nous, on est partant pour des nouvelles collaborations et intégrer des nouvelles données dans notre programme de suivi. Donc, on est ouvert aux différentes idées de suivi, là. On peut s'en reparler. Mais pour l'instant, non, on n'a rien là-dessus précisément. Ouais, ben je vais suivre comme vous parce que moi aussi, ça m'intéresse. Mais j'ai pas de ressources. On lance l'appel. Merci, Mme Murray. Ben, merci beaucoup à tous et à toutes là, pour vos questions. Je vois que ça en génère plusieurs. Encore une fois, je le répète, on va vous partager en clavardage une adresse courriel pour nous rejoindre si vous avez d'autres questions avec la thématique. On vous invite également à aller sur notre plateforme web si vous voulez plus de détails, si vous voulez lire le travail que Marianne, que nos biologistes, que les membres de la RBMU travaillent en ce moment dessus. On a plusieurs informations, des belles capsules également. Donc, ma collègue va pouvoir partager les liens dans le clavardage. Et juste avant de vous laisser, on tient à vous remémorer que nous avons encore 2 webinaires sur la totalité des 5. Le prochain est au retour des fêtes, le 22 janvier à midi. La thématique 3 portera sur l'encadrement des activités touristiques et la conciliation des usages. Tout le monde devrait être top shape au retour du temps des fêtes. Donc, on a bien hâte de vous revoir en grand nombre. Et finalement, le dernier sera le 19 février sur la mobilisation des touristes et visiteurs pour la mise en valeur des patrimoines naturels et autochtones. Donc, encore une fois, on vous remercie chaleureusement pour votre accueil. On vous remercie d'avoir été présent avec nous et on vous laisse sur ce. Merci beaucoup et bonne journée.